Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, la balado techno qui est écrit derrière moi si vous nous regardez en vidéo. Alain McKenna. Bonjour, M. McKenna. Salut Pascal. De te voir. Et on voit derrière toi, ceux qui nous regardent sur YouTube, le logo d'Une tasse de tech, mais c'est pas le bon logo généré. Non, c'est un logo que j'ai généré artificiellement, juste pour le fun. J'étais curieux d'essayer, et c'est pas Nano Banana, là, c'est pas la plus récente version de Gemini ou rien, mais ça fait plusieurs mois que j'ai fait cette image-là, juste par curiosité, puis j'ai trouvé cocasse. Puis j'aime c'est pas notre logo, mais c'est le logo qui a été généré. C'est comme un mix entre un vieux Mac, une tasse, puis une espèce de design 8 bits que je trouve rigolo. On le voit peut-être pas entièrement bien dans la vidéo, mais c'est pas plus grave. Je trouve ça rigolo. Puis à l'époque, je pouvais pas lui faire générer du texte. Ben, pas juste moi, là, mais tu sais, les outils de génération d'images étaient pas très bons pour générer du texte. Fait qu'ils mettaient des accents aigus à des places où il y en a pas. Il a fallu que je retouche l'image. Juste pour ça, c'est très, je la garde. très, très joli. Moi, avec Nano Banana. Il faut mentionner Nano Banana. Je trouve que c'est joli comme nom. Et c'est ça. Il faut le dire au moins une fois par semaine, ça fait du bien au cerveau. J'ai localement la photo. J'ai été agréablement surpris quand le texte n'est pas correct. Puis encore une fois, ça génère des espèces de bouillies de lettres absurdes. Mais tu peux dire, corrige ça par tel texte. Et il me l'a fait. J'ai pu faire un graphique qui, au départ, avait du texte complètement illisible, comme une fois, une bouillie de lettres étranges générées par l'intelligence artificielle. Et puis, boum, j'ai pu recréer le graphique. Ça a pris plus de temps que de le faire à la main avec... J'aurais pu sortir Excel, demander de faire un graphique, ça aurait fait mieux plus vite. Mais bon, avec l'intelligence artificielle, on s'en approche. On va saluer et remercier nos partenaires après cette parenthèse incroyable sur Nano Banana. On le dit plus, on n'en parle plus. TELUS, on va en parler, c'est sûr. Fallait parler d'intelligence artificielle. On peut pas ne pas en parler. On peut cocher ça. C'est réglé. Merci d'être là. Merci d'être partenaire de ce podcast. D'ailleurs, si vous avez envie d'être partenaire du podcast, n'hésitez pas. Ça va nous faire plaisir de collaborer avec vous. Dans cet épisode, c'est un épisode chargé. Alain, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On va parler d'iPhone 17. Quand on parle d'Apple, les gens restent à l'écoute. On va parler d'Apple Watch. Oh là là, les gens vont vraiment rester à l'écoute. Des AirPods 3. On va parler de 3 nouvelles lunettes attendu de Meta avec de la réalité augmentée. Très, très hâte. Je vais vous parler de mon essai de celle de Snap. J'ai fait l'essai en première cette année. Ben oui. Les Spectacles, que j'ai essayé aussi. Le parallèle est intéressant parce que je sens qu'il y a de la compétition entre les deux. Gemini qui va débarquer dans Chrome, une rumeur qui semble se confirmer. Ben ça c'est confirmé, mais il y a d'autres rumeurs aussi qu'on a entendu parler avec la fin de Google Nest, de Nvidia, d'Anker, du pisteur, du traceur, Chipolo Loop. C'est drôle, pisteur. J'aime ça, trace. Oui, j'aime c'est ça. Le mot officiel. Tracker, ouais. Ça, c'est tracker. Ouais, je trouvais ça un peu trop littéral. C'est pas mauvais. Ouais. J'ai écrit mon billet de blog, j'ai écrit traceur Merci. tout le long. Je dis, ben oui, pisteur, c'est peut-être plus juste. Merci, Alain. Ça marche aussi. Ça fait plaisir. On va lancer. En fait, j'ai un peu triché dans mes actualités, dans mes espressos de texte cette semaine, parce que comme on avait beaucoup de nouveautés du côté d'Apple cette semaine, parce que tout est mis en marché, tout est mis en vente le 19 septembre, et ça, c'est ce vendredi. Et c'est si vous êtes un magicien de l'électronique et vous nous écoutez en direct, c'est en ce moment. On enregistre ça ce vendredi 19, justement, donc ça tombe bien. Et tout ça est mis en vente là. Fait que si vous voulez savoir de quoi il en tient, ben, on va commencer tout de suite parce que j'ai sous la main, justement, quelques nouveautés d'Apple, dont les AirPods Pro 3. La nouvelle, qui est pas, parce qu'on va en parler des essais jusqu'à demain matin, tout le monde va vous faire des rapports détaillés de ça au fil des prochains jours, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que, et ce qui est pas encore activé, c'est qu'on a un nouveau protocole, semble-t-il, sans perte qui s'en vient chez Apple, qui serait supérieur au protocole, parce que vous savez, le signal Bluetooth permet il y a comme un sous-codec là, qui permet de faire de l'audio numérique de très haute qualité, style lossless sans perte. Snapdragon, donc les puces Qualcomm, ont aussi leur propre protocole, je pense, pour certains appareils. Et là, Apple s'en viendra avec sa propre solution lossless, donc pour les AirPods Pro, qui va vraiment rehausser ce qui sont parmi les meilleurs écouteurs sur le marché, quoi qu'on en dise. Je veux dire ceci, parce que c'est drôle, la plupart du temps, les nouveaux écouteurs ont toujours... les haut-parleurs dans les écouteurs sont augmentés, sont grossis. On est rendu à des écouteurs, je pense, OnePlus, entre autres 11 mm, 12 mm,
qui permettent de faire des basses plus riches, des choses comme ça. Dans le cas des AirPods Pro 3, Apple a réduit la taille des haut-parleurs. On est passé de 11 à 10,7 mm. C'est pas une grosse affaire, là. C'est vraiment c'est un cheveu. Je veux dire, c'est pas une grosse affaire. Mais on a quand même revu le spectre sonore, la façon dont le son est livré pour enrichir le son, mais je vais vous dire, il n'y a pas une grosse différence. Il y a une belle présence des basses, ce qui est généralement assez rare dans les produits Apple. Donc, j'ai été assez agréablement surpris de la qualité sonore de ces écouteurs-là. Si vous avez des vieux écouteurs et que vous cherchez quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de le fun dans les nouveaux AirPods Pro 3. On a revu les embouts. Il y a 5 choix d'embouts dans la boîte plutôt que juste 3. Donc, il y a vraiment 5 dimensions. Et ils sont l'épaisseur de l'espèce de membrane plastifiée, caoutchoutée, est plus épaisse aussi. Donc, ils sont plus rigides, ils tiennent mieux. Dans ma rotation d'écouteurs, parce qu'on en essaye tout le temps, des écouteurs, là, ça arrête jamais. Les AirPods Pro, c'est ceux que je portais des fois pour courir. Et effectivement, au fil de la course, quand on finit par avoir chaud, ça crée de la moteur, puis ils tombaient tout le temps. Et là, ceux-là tiennent mieux, ne tombent pas. Donc ça, pour les gens qui font du sport avec des écouteurs, c'est une belle addition. On dit qu'on a doublé la qualité ou l'efficacité de l'annulation de bruit dynamique. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est qu'on projette une espèce de vague sonore, une onde sonore vers le tympan pour annuler une onde sonore qui vient de l'extérieur. Et j'ai trouvé ça efficace. La grosse chose, écoutez, au niveau qualité sonore des AirPods Pro 3, la grosse nouveauté, c'est qu'on a revu le mode transparence, qui est ce mode qu'on active pour garder les écouteurs dans les oreilles, mais quand même parler avec quelqu'un et l'entendre. Donc, c'est comme si on annulait, dans le fond, l'insonorisation, le temps de jaser. Et la plupart des écouteurs qui ont un mode transparence, quand on l'active, on sent qu'on parle à travers, que le son qui vient de l'extérieur est amplifié par un micro. Donc, on sent l'espèce de traitement logiciel, si vous voulez. Et là, on a vraiment amélioré ça au point où on n'a pas l'impression qu'on est en mode transparence. On pense juste qu'on n'a pas d'écouteurs. On a vraiment réduit l'espèce d'écho, ou en tout cas d'effet sonore qui rend ça statique et, en fait, je devrais dire, artificiel. Et ça a l'air vraiment plus naturel. Le problème, c'est que là, les gens vont porter des AirPods tout le temps, puis on va leur parler, puis on ne saura pas s'ils nous écoutent, parce que les gens ne voudront plus enlever leurs écouteurs. Déjà c'est ce qu'ils font. Hein. Je vois les gens, les jeunes dans les centres commerciaux, il y a 5-6 jeunes ensemble, ils ont tous leurs écouteurs sur les oreilles, puis je suis comme, voyons. Je veux dire ceci, des gens qui portent des AirPods en conduisant leur voiture, ça devrait même pas exister, et il y en a plein, et c'est hyper dangereux. Faut vraiment pas réduire la capacité de ces centres quand on conduit, puis les gens mettent des AirPods Pro, parlent au téléphone, sont distraits, puis ben voilà, il y a plus d'accidents. Donc, faut faire attention, il y a des situations qui ont rien à voir avec la qualité du produit, mais avec l'habitude qu'on développe à force de les porter. Et c'est un cas, ça, où ça pourrait devenir le plus en plus tentant de les porter, surtout qu'on annonce 8 heures de batterie, 8 heures d'autonomie avec l'activation de l'insonorisation. C'est quand même pas mauvais. C'est dans la moyenne. Les nouveaux écouteurs les plus récents ont tous à peu près cette autonomie-là. 24 heures avec le boîtier qui donne, donc vous aurez compris, 3 fois la charge. Il y a une traduction en direct. Il y a un cardiomètre intégré. C'est 2 gadgets sur les AirPods Pro 3 qui sont une belle addition. La traduction en direct, ça fonctionne avec un iPhone 16 ou 17, je pense. C'est assez limité. Là, ça dépend vraiment du téléphone parce que c'est sur le téléphone que ça se passe, dans l'application de traduction. Il y a quelques langues. Il y a japonais, espagnol, allemand, les langues que vous pouvez imaginer. On peut traduire vers le français, évidemment. On peut aussi faire l'inverse. Donc, on peut traduire pour nous. C'est en audio. C'est une voix générée. Il y a un petit décalage quand quelqu'un vous parle. Les écouteurs traduisent. Ils prennent une seconde à y penser puis vous traduisent les choses. De façon générale, ça fonctionne assez bien. On peut aussi le voir affiché sur son téléphone pour répondre à quelqu'un puis lui faire lire ou alors lui faire dire. Donc, on peut avoir l'espèce d'interaction. C'est en bêta, par contre, donc c'est pas nécessairement entièrement à point. J'ai eu de la misère parce qu'il y a des langues qui se téléchargeaient pas très bien. Il y a eu des moments, j'ai essayé de faire une traduction espagnol-français c'est pas passé aussi de façon aussi fluide qu'annoncé. Mais j'en fais pas un gros cas parce que, et sur même Samsung l'offre depuis des années, là, cette fonction-là. Ça fait des années que Google Translate. Ben, ça aussi, puis honnêtement, je m'en suis servi 3 fois en 10 ans. Je sais pas à quel point c'est une grosse affaire. Mais c'est vraiment une façon de vanter la qualité de l'outil logiciel qui vient avec ces gadgets-là. Donc ça, c'est à vous de voir. Le cardiomètre intégré, je le trouve bien. Je cours beaucoup dans le bois avec ma montre, mon Apple Watch, et je jumelle les écouteurs avec. Et jusqu'ici, le problème avec l'Apple Watch, c'est quand on court, on met un bracelet, on peut pas trop le serrer, puis ça bouge. Puis, fait que la lecture du rythme cardiaque, des fois, est juste pas là. Là, en ayant cette fonction-là dans les écouteurs sont toujours en contact avec les oreilles, forcément. Et là, on a une meilleure lecture permanente et soit le téléphone ou soit la montre, dépendamment de ce que vous utilisez, va choisir la meilleure source du signal. Donc, si c'est sur la montre, comme il y a un capteur intégré à la montre, elle a le choix entre celui-là et celui des écouteurs, va prendre celle des deux qui a la meilleure qualité de lecture du rythme cardiaque. Donc, ça va donner une meilleure consistance sur les statistiques d'exercice si vous êtes un crinqué de ces choses-là.
Moi, je trouve ça le fun. Je m'en sers pas nécessairement de façon très scientifique, mais je trouve ça rigolo de voir l'évolution dans le temps. Et ça va permettre une meilleure qualité. Donc, écoute, c'est une belle addition, c'est une belle mise à niveau. C'est pas la révolution, évidemment, parce que c'est la suite logique des AirPods Pro 2, qui avait déjà pas mal tout le reste déjà d'intégrer. Mais plus d'autonomie. Donc, si vous faites, par exemple, un vol de nuit San Francisco-Montréal et que vous avez besoin de quelque chose pour vous boucher les oreilles, ça fait la job. Mais 329$, c'est le prix des anciens, c'est le même prix encore. Ça reste cher. Oui. Tu sais, c'est des gadgets qui sont pas donnés. Puis en plus, 8 heures. Mais ils vont vous durer, ils vont vous servir longtemps, de bonnes années de service et tout le reste, sauf si vous êtes évidemment parmi les malchanceux qui tombent sur des produits des fois qui sont un peu moins efficaces que d'autres. Mais de façon générale, on paye cher, mais ça fonctionne. Dans les oreilles pendant des longs vols, je trouve pas ça super. J'ai peut-être le conduit auditif sensé. J'utilise plus des gros écouteurs, mais pour dormir, je mets des bouchons, puis quand tu sais, des fois, juste pour aider à s'endormir, je vais mettre des écouteurs, puis c'est les plus petits écouteurs, c'est pas mal ceux-là que j'ai. Ça va faire, mais effectivement, c'est pas... Parce que les gros écouteurs, le gros avantage, c'est que tu peux les mettre en partant de la maison. Tu te rends dans l'aéroport, t'en as pour toute la journée. Les écouteurs sur les oreilles ont souvent 24 heures d'autonomie sans avoir besoin de les recharger. Tandis que les petits écouteurs, il faut les enlever, tu risques de les perdre. Mais en même temps, j'en porte quand même dans mon sac. Quand je suis en voyage, j'ai des gros et des petits écouteurs, ça prend de la place. Et une fois, j'ai voyagé juste avec des petits, puis ça marche. Mais j'avais les oreilles irritées, les conduits auditifs irrités. On va reparler de traduction, Alain. Écoute, on va parler des lunettes Meta et c'est une bonne idée parce que si vous voulez ne pas avoir du tout d'écouteurs dans les oreilles, cette option-là existe, en fait. Meta qui a annoncé, d'ailleurs, j'ai celles qui ne sont pas avec réalité augmentée, les Ray-Ban Display, nouvelles lunettes de Meta qui vont être disponibles au Canada l'an prochain. Ils vont être en démo bientôt aux États-Unis. Ceux qui vont aux États-Unis, essayez-les, faites-en l'essai. Ce qui est très drôle, je sympathise avec Mark Zuckerberg. C'est pas évident de sympathiser avec un type milliardaire qui est un peu robotique. Mais il a fait 2 démos qui n'ont pas super marché. Il y avait entre autres une démo, pas lui, il y en a une où il tentait de décrocher un appel WhatsApp avec son poignet et ça décrochait pas, ça arrive. Mais la démo qui est encore plus drôle, c'est celle où, avec ses lunettes, qui utilisent l'intelligence artificielle, il était devant une table avec des ingrédients. Il a dit, fais-moi une recette d'inspiration coréenne avec les ingrédients que tu vois là. Et je sais pas si tu as vu, mais c'est très, très drôle parce que la démo a dit, tu as maintenant mélangé les ingrédients. Passons à l'étape suivante. Et là, les ingrédients sont pas mélangés du tout. Et là, je me dis, c'est-tu une démo qui avait un petit peu près... Est-ce que c'était déjà stagé puis il est allé pas assez vite pour la... J'ai ce feeling-là. L'explication officielle, Mark Zuckerberg a mis ça sur le Wi-Fi qui serait embrouillé. L'autre excuse, c'est que quand Mark Zuckerberg a dit « Hey, Meta », ça a l'air que toutes les lunettes Meta de l'édifice se sont connectées au serveur en même temps. Fait que toutes les démos, tout ce qui était ont tout connecté. Ça serait ça une des excuses officielles. C'est assez amusant. Live AI aurait été activé partout. Les nouvelles lunettes Meta Ray-Ban Display, c'est un petit affichage tête haute qui est dans l'œil droit seulement. Fait que ceux qui ont l'œil dominant gauche-droit, ça risque d'être assez particulier. Il y a un bracelet qui sert de contrôleur et on n'a pas besoin de le toucher. Ça utilise l'électromyographie. Ça capte l'électricité des muscles, ce que je comprends. Il paraît que de façon très intuitive, ça permet, avec des mouvements très fins de la main, de capter des touchés, des agrandissements, des zooms, ainsi de suite. Avec les Apple Vision, il fallait être vu par les capteurs. Dans ce cas-ci, il semble qu'on n'a pas besoin d'être vu par le capteur. C'est l'électricité de nos muscles qui font ça. Ça va être à voir, ça va être expérimenté. Faut l'essayer. Si ça marche pas avec toi, clair, ça risque d'être assez particulier. Ça affiche des infos, des messages dans les lunettes qui ont un petit affichage. Écoute, c'est tout petit. C'est 600 par 600 pixels de résolution, ce qui semble pas énorme, mais c'est vraiment un petit affichage qu'on voit dans le coin de la lunette. Bien hâte encore une fois de le vivre parce que c'est pas la première fois qu'on nous sort des lunettes avec des affichages en réalité augmentée. Ça permet de voir des directions pour se diriger, des messages qui vont popper dans notre lunette, un aperçu des photos qu'on prend.
C'est assez particulier. Si tu prends des photos avec tes lunettes, tu vas pouvoir voir de quoi ça a l'air directement dans ta lunette. Une espèce de moniteur qui va apparaître là. C'est assisté par l'intelligence artificielle, évidemment. Intelligence artificielle qui est dans les lunettes Meta Ray-Ban de Facebook que j'ai essayé, de Meta, que j'ai essayé à plusieurs reprises. Puis, c'est pas évident. Les résultats, là, ça t'aide, mais... Non. Où suis-je? Ah, t'es à Montréal. OK. Où suis-je? Ah, t'es dans le parc Laurier. Non, je suis pas dans le parc Laurier. Ah, t'es dans le parc Maisonneuve. Non, je suis pas dans le parc... Et là, tu t'obstines avec l'intelligence artificielle. Tu demandes de monter le volume. Des fois, il te reconnaît. Des fois, il te reconnaît pas. Des fois, il peut... Très frustrant. Tu regardes la devanture de magasin. Puis là, je vous parle de ce que j'ai dans les lunettes qui ont de l'intelligence artificielle, la même que dans les lunettes qui vont être lancées, les Ray-Ban Display. Tu regardes un commerce, tu lui dis, OK, quel est ce commerce? Et il dit, c'est la boulangerie, machin chose. Quelle est l'heure d'ouverture? Ah, je ne peux pas faire ça en ce moment. Regarde sur ton téléphone le site web de l'entreprise et... Voyons! Oui, ça aide beaucoup, ça. Oui. Voyons! C'est de l'intelligence artificielle qui est pas capable de regarder des informations de base. Il faudrait vraiment que ce que je comprends, c'est qu'il faut que tu regardes le menu, que tu regardes l'horaire, et là, qu'ils te disent l'horaire, mais je peux le voir avec mes yeux. Pour quelqu'un qui est non-voyant, ça peut être un game changer. Il paraît que les non-voyants ou les gens qui ont des problèmes visuels adorent les lunettes comme ça parce que ça leur donne un gros coup de pouce. Mais pour quelqu'un qui peut voir, c'est quand même assez fantastique. Ça va coûter 800 Américains, donc on imagine autour de 1200, 1500 Canadiens. On met l'accent sur le look des lunettes Ray-Ban Display. Ça ressemble à des lunettes Ray-Ban classiques, très, très jolies. Ouais, elles restent quand même assez costaudes. Je ne sais pas exactement discret. Ouais. Si vous vous rappelez Zuckerberg dans les dernières conférences qu'il a données avec les grosses lunettes, les prototypes, les Orion, je pense que ça s'appelait. Ouf, mais c'est pas loin d'être la même chose. C'est quelque chose, le film Brainstorm. C'est un film qui m'a ben impressionné. Vaguement. Oui. Années 80. 80. Je fais le parallèle parce que c'est un appareil qui permet de lire tes pensées. Fait que ça te permet de prendre tes pensées, les enregistrer sur des grosses bobines magnétiques, super science-fiction, et là, de les transmettre à quelqu'un d'autre. Fait que si je vous fais un tour de montagne russe, je te transmets mes sensations, mes émotions, tout. Sauf que la première version de la machine, l'image est toute dégueulasse, c'est flou, c'est tout croche, puis la machine est énorme, il y a de la fumée qui sort de partout, puis à un moment donné, ils sortent un petit truc tout mince. Ça, c'est la version qu'on va faire commercialement. Puis tu vois comment du prototype à la version finale, il y a une évolution monstrueuse. Puis quand tu vois les prototypes, parce que, je vais faire un autre parallèle, j'ai eu la semaine passée l'occasion de voir les lunettes Snap qui vont être lancées, les Spectacles exactement, qui vont être si lancées. Je me trompe pas. Parce que ça veut dire qu'il y a au moins 5 générations avant celle-là qui a été faite. 2026, et eux autres aussi, ils ont de la réalité augmentée dedans. Et j'ai vu un prototype qui était assez costaud, merci. Là. C'était vraiment très, très, très prototype. C'est la version de développeur qui a été faite. J'imagine, j'ai pas vu la version finale, j'imagine qu'il va être plus raffiné, plus ressemblant des lunettes standards. Il y a à l'intérieur un petit écran dans les deux yeux, fait que là, tu as une vision stéréoscopique. On nous l'a présenté la semaine dernière, j'ai l'impression que c'est justement pour scooper Facebook, sauf que la démo m'a pas super impressionné. Tu avais exactement les mêmes démos qu'on présentait de Facebook, entre autres la traduction en temps réel. Tu pouvais voir une espèce de sous-titre sous la personne devant toi. Je l'ai vu très brièvement avant que ça plante. On m'a demandé de regarder autour de moi et de demander à l'intelligence artificielle de me décrire ce qu'il y a devant moi. J'ai pu voir des étiquettes apparaître qui disaient ça c'est des fruits, ça c'est des tasses, ça c'est... Est-ce que c'est vraiment super valeur ajoutée? Des mots qui étaient un peu plus pertinents dans un contexte éducatif, c'était de regarder une machine à café et puis dis-moi comment ça marche. Mais grosso modo, ça dit, appuie sur le bouton, mets la capsule, puis referme la machine. Je me dis encore une fois, ça donne un potentiel pour quelque chose de plus travaillé, qui pourrait être très, très pédagogique. Puis c'est ce qu'on faisait avec les lunettes de Microsoft, qui étaient axées business, qui étaient axées simulation.
Les qui HoloLens, était fait pour que tu puisses ouvrir un technicien pour ouvrir un moteur, puis ça dit dévisse ici, tourne là, mets telle pièce, mets tes capteurs à tel endroit, et ainsi de suite pour les chirurgiens aussi, pour les opérations en réalité augmentée. Gros potentiel. Les mécaniciens en mécanique automobile. Il y a des mots de Snap qui vont être lancés aussi en 2026. Bien de voir à quel prix, parce qu'elles vont être moins chères. Je suis toujours émerveillé de voir que Snapchat existe toujours. Dans ma tête, c'est encore quelqu'un qui est sur Snapchat. J'ai jeté un coup d'œil, c'est encore des images de petites filles qui se dandinent, puis des images de faces qui se transforment en pizza, puis des trucs pour mon feeling, quelqu'un qui a moins de 12 ans. Ça se peut pas. Et j'ai pu creuser un petit peu et je me suis souvenu qu'en 2013, Geneviève Borne au Canada était exploratrice des lunettes Google Glass. Je ne sais pas si tu te souviens, cette année-là, au CES, il y avait 3-4 personnes qui avaient des Google Glass, puis c'était des VIP, puis c'était la grosse affaire de se prosterner devant des gens qui avaient été les élus, qui avaient été... Ouais. Ben, écoute, anecdote à ce sujet, j'avais eu des Google Glass à l'époque et j'avais fait pour le stunt, en fait, j'avais couvert en direct le Salon de l'Auto de Montréal, qui est en janvier, et qui à l'époque, je pense, était à la place Bonaventure, ou au Palais des Congrès, mais j'avais couvert en direct avec les Google Glass parce qu'on pouvait filmer et faire une espèce de feed en direct sur YouTube. Je veux dire YouTube, mais il me semble que c'était pas ça, mais ça, c'était autre chose. En tout cas, on pouvait quand même envoyer des capsules vidéo en direct à travers les lunettes et ça avait été une catastrophe parce que la vidéo était vraiment de qualité. Puis à l'époque, on était loin des réseaux sans fil actuels où ça allait vite, ça allait bien. C'était pas ça n'a pas laissé un très bon héritage, les Google Glass. Puis ça va être un frein pour l'adoption des nouvelles bébelles comme ça qui sont pas encore entièrement, en tout cas, qui va devoir nous convaincre qu'elles sont au point et utilisables. J'ai pas vu la killer app. C'est le fameux « pourquoi t'achèterais ça ». C'est ça, exact. Et si ça te change ta vie, puis c'est quelque chose qui te permet de vivre, mais si tu es obligé d'attendre... Les lunettes Meta, j'étais dans un événement à Paris il y a quelques mois, puis j'étais allé voir un humoriste faire du stand-up. Et cet humoriste-là, dans la semaine précédente, avait fait de la trottinette, avait été témoin de quelqu'un qui avait eu un accident puis qui a voulu rattraper la personne qui lui avait volé son sac ou un truc comme ça. Fait qu'elle a embarqué sur sa trottinette puis ils sont partis puis il a comme juste filmé ça tout le long et c'est devenu viral. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'est des lunettes qui ont une petite caméra comme ça et tout le reste, c'est un outil comme un dashcam dans une voiture. C'est un outil comme de sécurité, genre. Ou de surveillance. C'est un peu bizarre que ça devienne ça comme application, mais c'était une application là qui était il n'y a rien d'autre qui peut faire ça. Puis le fait d'avoir, comme tu dis, une dashcam, la beauté des dashcams, c'est que ça tourne en boucle. Si je me trompe pas, ça enregistre quelque chose comme 5 minutes par défaut, ça écrase. C'est ça, 24 heures un certain temps sans arrêt. Le fait d'avoir une boucle comme ça dans des lunettes, ce serait très terrifiant pour la vie privée, mais si tu es témoin de quelque chose, si tu as une conversation, puis tu dis « Oh Alain, tu viens de me donner ton numéro de téléphone, je l'ai oublié. Hey, on a eu une idée géniale. » Je pense que c'est arrivé à tout le monde. On a eu un flash extraordinaire. Oh non, on s'en souvient plus. Ça devait pas être si extraordinaire que ça si on l'a oublié. Mais des fois, ça arrive, ce genre de choses-là. La liste d'épicerie, il faut que je pense à quelque chose. Mais, encore une fois, il faut que tu demandes à tout le monde autour, êtes-vous d'accord? Est-ce que j'enregistre? J'ai eu le malheur de présenter, j'ai mis ces lunettes-là. Les lunettes ont un verre qui se teinte automatiquement avec la lumière. Fait que je les portais comme lunettes de soleil pour écouter de la musique. Là, mon père me demande avec sa grosse voix, « Nous enregistres-tu, là? Nous enregistres-tu? » Non, j'enregistre pas. Non, mais là, c'est un test, là. Tu nous enregistres-tu, là? Non. C'est encore une fois, c'est tout à fait pertinent parce qu'il y a une petite lumière, mais tu peux la désactiver, cette petite lumière-là. Je peux pas croire que ça se coupe pas, ce fil-là. Voilà. Les lunettes Meta Ray-Ban Display et celles de Snap devraient être au Canada en 2026. Ouais. Et une version des Oakley Aston qui sont aussi en version Vanguard. Donc, pour les tripeux de vélo, là, c'est des espèces de paravents incroyables. Là, modèle sportif. Vous irez voir ça. Semble-t-il que l'image et de la vidéo de la caméra et aussi le son des haut-parleurs dans la monture. Que tu vas voir. Ben oui, puis tu vas voir les informations sportives aussi, ta vitesse, ton rythme cardiaque dans tes lunettes. Le concept de tête haute est super intéressant. La question, c'est est-ce que tu as le goût de porter des lunettes, quelqu'un qui n'en porte pas?
T'as payé. J'ai bien aimé un chroniqueur qui disait après m'être fait faire une chirurgie au laser, j'étais sur le marché pour m'acheter des lunettes de soleil. Et je te jure, quand je me suis fait opérer au laser, la première chose que j'ai fait, c'est aller chez Oakley pour m'acheter enfin des lunettes de soleil sans correction et bien voir, pas me faire éblouir. Fait que c'est vraiment, vraiment, c'est très drôle que le gars ait le même réflexe, la même urgence de s'acheter des lunettes de soleil après une opération laser. Voilà, ceux qui ont vécu la même chose, écrivez-moi. Voilà, MetaConnect 2025 en quelques minutes pour vous. On va aller du côté de Google qui a annoncé une petite nouvelle, c'est pas la grosse affaire, mais c'était prévisible en fait, sauf que ça va faire beaucoup de changements pour bien des gens. C'est qu'on va intégrer Gemini, donc l'IA générative qui est déjà partout chez Google, dans Chrome, carrément, dans le navigateur. Alors, si vous vous demandez où s'en vont les moteurs de recherche, c'est une autre preuve que Google est en train de changer un peu son approche sur la stratégie de navigation web, parce qu'en intégrant Gemini dans Chrome, on n'a qu'appuyer sur le bouton Gemini, on peut enfin, comme si on avait hâte de faire ça, on peut dialoguer avec son navigateur qui va aller soit à la place sur le site qu'on veut, ou soit va vous fournir de la réponse. On ajoute, en plus du bouton Gemini, une fonction, comme il est intégré dans Google, le moteur de recherche, là, le AI Mode, le mode IA, qui essentiellement est une façon de dialoguer. Essentiellement, c'est un dialogueur, c'est un chatbot appuyé sur pas sur ChatGPT, mais sur Gemini, dans ce cas-ci, évidemment, qui pourrait, dans bien des cas, remplacer la recherche. Donc, vous savez que beaucoup de gens qui ont des sites web génèrent des revenus à partir du nombre de gens qui visitent leur site web. Et pour visiter un site web, évidemment, être bien classé dans les résultats de Google, c'est important. Tout ça, c'est une business qui vaut des milliards de dollars. Et là, en intégrant Gemini comme ça un peu partout, on est en train essentiellement de s'aborder cette business-là. Donc, les propriétaires de sites web risquent de pas trop aimer cette fonction-là AI Mode parce que justement, elle fournit à l'internaute, à nous, aux gens qui utilisons les navigateurs, la réponse sans passer par le site web d'un tiers. Donc ça élimine un gros morceau de la machine économique derrière le web moderne. Et là, on l'intègre directement à Chrome. On dit aussi que Chrome va pouvoir, avec Gemini, renforcer sa sécurité. Donc, il y a peut-être des failles ou des choses ou des faux sites web ou, vous savez, des arnaques qui seront interceptées par l'intelligence artificielle. Mais c'est certain que si tu n'avais... C'est ça, si on tu va dire que oui, pas sur un site web, ben oui. T'es moins forcément, t'évites la menace. Ben oui, c'est sûr que ça règle le problème. La partie le fun, on dit qu'on va intégrer, c'est à venir l'année prochaine, des fonctions d'agentique. Donc, de la... Comment je dirais ça? C'est surtout pratique pour remplir des formulaires ou compléter des tâches sur des sites web. Par exemple, faire une épicerie sur l'application de votre épicier préféré, sur le site web de votre épicier préféré. Ça, c'est un truc qui a été mentionné. Il y a aussi des fonctions pour acheter. Hey, tu vas pouvoir demander à ton navigateur Chrome, j'ai besoin d'acheter une ampoule. Et il va pouvoir aller jusqu'à la fin de la transaction. Là, tu n'auras seulement qu'à approuver. Donc, tu vas te sauver quelques clics. Bref, on s'en va vers ça de plus en plus chez Google en général, mais maintenant aussi chez Chrome, qui, je le rappelle, est comme 80% du marché des navigateurs dans le monde. Donc, ou peut-être 60, plus 60, ça a plus de sens. Mais c'est quand même majoritairement le plus gros navigateur web. Donc, pour Google, on poursuit l'offensive. Tu parles du référencement dans les sites web, parce qu'avec l'intelligence artificielle, maintenant, tu changes complètement la donne. Et il faut que je le mentionne, parce que c'est très, très cool. Il y a Planet Hoster, un des partenaires du podcast, qui m'invite à un salon du SEO à Paris. C'est SEO Summit. SEO Summit, c'est très français comme nom. Ben oui, voilà. Octobre. Je vais être sur place. Si vous avez des questions là-dessus, je crois que ça va être vraiment très, très, très curieux de voir les techniques, les astuces, comment mettre son site de l'avant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Exactement, ça, c'est un gros sujet là-bas. D'informer correctement l'intelligence artificielle, de l'amener à prendre l'information de notre site versus les autres. Il doit y avoir, encore une fois, beaucoup d'argent derrière ça. Fait que si jamais vous avez envie, vous avez des questions sur le référencement web, dites-le moi. Je vais en apprendre beaucoup, beaucoup le 14 au salon SEO. Et merci à Planet Hoster de m'amener à cet événement-là. Bien hâte de vous en dire plus. Oh oui, monsieur. Parle-nous, parce qu'on est toujours dans la thématique. C'est une grosse semaine pour ça. NVIDIA a fait plein de trucs là cette semaine pour... je ne sais pas si c'est pour renforcer sa position, mais clairement pour s'imposer davantage dans son marché. NVIDIA qui investit 5 milliards de dollars dans Intel. On s'entend que 5 milliards... Oui, mais 5 milliards, on s'entend que c'est pour NVIDIA. NVIDIA qui vaut 4 000 milliards de dollars. 5 milliards sur 4 000 milliards, c'est pas beaucoup. C'est un...
En fait, le clown dans l'histoire, c'est Intel qui va tellement pas bien ces jours-ci qu'elle doit demander à son principal concurrent. Mais tu sais, ça rappelle quand Microsoft a prêté de l'argent à Apple. C'est un peu le même genre de partenariat. Ouais, tu veux t'assurer qu'il y a de la compétition. Tu veux t'assurer de ne pas te faire taper trop dessus par les instances gouvernementales. Fait que là, tu dis, on va leur donner un petit peu d'argent. En même temps, ça permet de renforcer la position d'NVIDIA, parce que Intel a quand même une expertise. Je peux pas croire qu'ils ont perdu tout. Ils ont au moins une tonne de brevets qui leur génèrent. Il y a quelque chose derrière. Ils ont peut-être perdu de leur edge, de la finesse de leur avancée technologique, mais ils doivent avoir un bassin de gens talentueux derrière intéressants. C'est pour faire compétition contre AMD et TSMC, des foundries, puis en ayant un partenariat avec Intel, ils mettent un pied dans un... Peut-être qu'on va dire que dans Intel, ils vont faire une remontée dramatique. S'ils réussissent à faire leur usine de puces aux États-Unis, qui va cesser la dépendance en Chine, s'il y a des conflits, s'il y a quelque chose qui se passe avec Taïwan, peut-être que l'action d'Intel va devenir, ou l'investissement d'Intel va devenir l'affaire qui était géniale, comme tous ceux qui ont investi dans Apple, alors que c'est Wired qui tirait Apple est en faillite, genre est sur le bord de la faillite, attachez votre truc, la mort d'Apple approche. Ceux qui ont investi à ce moment-là. Ben, ils ont pris un risque et le risque a été payant. Ceux qui ont acheté, au lieu d'acheter un MacBook, à l'époque, ça valait, je crois, $6,000 un MacBook. Ceux qui avaient acheté une action d'Apple, des actions d'Apple à l'époque, je sais pas comment ils valaient. Je sais pas si tu peux en avoir une ou plusieurs pour $6,000, mais ceux qui ont, écoute, ils sont plus que millionnaires aujourd'hui, avec une action à $6,000 sans doute. Au début des années 2000, si je ne m'abuse. Fin des années 90. C'est la fin des années 90, ouais. 96, me semble que ça c'était, ouais, exactement. Parlant de choses qui disparaissent, n'est-ce pas? C'est pas arrivé dans le cas d'Apple, mais il y a du nouveau. Écoute, on va faire une petite chanson triste en arrière-plan. On apprend que Google Nest, c'est fini. Une chanson, ça. Capri, c'est fini. Google Nest, c'est fini. C'est un peu prévisible parce que la marque Nest, qui a été rachetée par Google, qui est une entreprise, évidemment, à part entière, qui a été rachetée par Google il y a quelques années, a été intégrée dans ce qui est maintenant Google Home. Donc, tout se passe dans Home. Si vous aviez des vieilles caméras Nest ou des vieux produits Nest qui utilisaient le service par abonnement Nest Aware, ça devient Google Home Premium. Donc, vous allez continuer à payer. Ça va juste changer de nom. Donc, tout devient Google Home et c'est pas fini pour autant pour les produits de surveillance chez Google ou les produits que vous voulez, les caméras, parce qu'on annonce, selon les rumeurs, dans les prochains jours, il va y avoir 2 nouvelles caméras vidéo qui vont s'appeler Google Home, j'imagine. Vidéo 2K, donc de bonne qualité visuelle, de bonne qualité graphique. Et on promet aussi une nouvelle enceinte connectée audio 360, donc le son... écoute, je sais pas si on peut parler de son spatial, parce que c'est complètement d'autre chose. Là. C'est qu'il n'y a pas de 2 enceintes, il n'y a pas de stéréophonie. C'est qu'on met une enceinte au milieu, puis elle envoie du son dans toutes les directions, puis en tout cas, bref. Et ça s'en viendrait là, dans les prochaines semaines assez rapidement. La dernière enceinte de Google, il y a quelques années, qui a été lancée, c'était la Google... Ah, zut, c'est... Je sais plus comment il l'appelait. C'était Google... C'était pas Nest, c'était Google Home Audio. Question, ou Nest Audio? C'est pas la... Il y avait l'espèce de gros guimauve, gris. Ben, c'est celle-là qui était un peu plus grosse, parce qu'évidemment, il y a tous les petits, il y avait tous les petits, comme les petites boules, là, comme je les confonds avec celui d'Apple. Mais le HomePod. Ouais, ben, c'est un peu la même logique. Il y avait un gros, puis il y avait des petits. Puis le gros, ben, c'est plus récent, c'était le Google Nest Audio, me semble. Donc, il va peut-être se rappeler Google Home Audio. Et peut-être que, justement, pour marquer le changement de nom, on va remplacer ce modèle-là pour un nouveau modèle. Ce qui est un peu étrange, parce qu'on n'entend plus vraiment parler de ce marché-là depuis quelques années, là, des enceintes connectées. C'est comme si les gens avaient passé cette mode-là. Mais on espère. Puis, ça va revenir chez Google. Parce que je m'en sers pour allumer mes lumières le matin. Allumer mes lumières le soir, éteindre mes lumières le soir. J'aimerais ça aller plus loin. On parle de l'intégration de l'intelligence artificielle où là, on va pouvoir parler un peu plus. Parce que rien de pire que dire j'ai pas compris. Éteins la lumière. Je n'ai pas compris de... Comment je peux te le dire autrement? Baisse le volume, diminue le volume. Attends un peu, là, tu discutes comme ça avec l'intelligence artificielle. D'abord, elle me dit quand quelqu'un sonne à la porte. La sonnette est connectée à Google, puis ça fait ding-dong, et ça me dit, il y a quelqu'un à la porte. Je dis, je le sais, ça vient de sonner. C'est ça, exact. Ça a besoin d'être revisité comme concept. Elle le sait, c'est moi qui l'ai rouvert.
La fameuse réplique d'Elvis Gratton, la scène de la voiture. Elvis était là avant. Il a tout vu le futur. Et voilà. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, puis des essayer aussi, au-delà des rumeurs, de vraies affaires, la vraie information qui va nous arriver bientôt. Un petit bug, ceux qui ont, tu parlais tantôt du iPhone Air, tu vas en reparler tout à l'heure. Je sais pas si tu as remarqué, il paraît que quand tu prends des photos, quand il y a des lumières d'ailes qui sont dans l'objectif, il paraît que ça fait un petit carré sombre. Il y a un testeur qui l'a fait à plusieurs reprises. Ça a été admis par Apple. Et ça, c'est rare. Ou plutôt, Apple, de temps en temps, va comme détourner le sujet ou ne va pas officiellement confirmer la situation. Un correctif va être livré sous peu. Fait que si jamais vous prenez plein de photos avec votre Pixel, avec votre iPhone Air, et que vous voyez qu'il y a des pixels qui sont noircis, c'est pas un défaut du téléphone, ce sera un défaut soit dans le traitement de l'image, dans le traitement logiciel. C'est un traitement logiciel, quoi. Fait que si jamais, ne retournez pas au magasin en vous disant mon capteur est brisé, c'est probablement simplement une petite erreur logicielle qui va être corrigée sous peu. Puis ça, je suis content qu'il en parle tout de suite, parce que imagine la déception. T'as ton beau téléphone. On prévient, puis là, les gens qui vont dire, ma caméra est brisée. Photo, tu vas te faire éviter la photo de concert, photo de spectacle, photo de... Puis là, pouf, il y a un carré noir à l'intérieur de la photo. Pas super. Puis ça, tu as de la chance. Ouais. Je vais tout de suite passer au sujet suivant parce que je t'en viens un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, parce qu'on va parler du Snapdragon Summit. Vous savez, à chaque année, à ce temps-ci de l'année, Qualcomm organise une grosse conférence annuelle, forcément. Et ça se passe à Hawaï. C'est la partie rigolote de l'affaire. Et cette année, ça s'en vient. Ça sera dans la semaine prochaine, en fait. Oui, c'est vrai, c'est là que je m'en vais lundi. Et on va faire un petit élément, un petit segment d'une tasse de tech en direct du Snapdragon Summit. Il y a déjà de l'information qui fuite un peu. On va présenter, entre autres choses, là-bas, les 2 nouveaux processeurs de prochaine génération qui devraient relancer, ou en fait, continuer de prolonger le succès qu'a Qualcomm dans le marché, à la fois du mobile et de l'ordinateur, de l'informatique mobile. On parle d'une nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ça commence à être long. Il faudrait revoir la façon dont on les appelle. Mais on revient, on combine en fait deux traditions de noms, parce que là, ça devient compliqué. 8 Elite, ça remplaçait les 800 parce qu'il y avait comme 6, 7, 800 en termes de gamme de processeurs. On a dit, on va appeler ça 8. Elite, c'est comme la version la plus élevée. Puis il y avait la Elite qui était, je pense, l'année passée, il y a 2 ans, qui venait de sortir. Là, on monte à la Gen 5, on rajoute cet élément-là pour dire c'est maintenant la 5e génération de cette puce-là, ce que les gens ne savaient pas avant, c'est qu'on avait d'autres générations. Si vous êtes mêlés, c'est normal. Il y a tellement... Et le pire, c'est qu'on présente ça chez Qualcomm et on a dit, on aimerait ça simplifier pour que les gens comprennent bien où on s'en va, puis ils donnent ce nom-là. Donc, j'ai hâte de voir la semaine prochaine comment ils vont nous expliquer que ça, c'est plus simple que juste appeler ça, genre, le processeur, tu sais... Snapdragon Elite, mettons, tout court. Tu sais, ce serait comme... Surtout que là-bas, ça pourrait être nano ananas, en fait, parce que c'est, tu sais, à Hawaï, c'est des fruits plus exotiques. Nano ananas. Et il y aurait, pour ce processeur-là, ce serait déjà la mécanique pressentie pour les Samsung Galaxy S26 et OnePlus 15. Le OnePlus 15 qui va être lancé comme à l'automne 2026, parce qu'il doit y avoir un OnePlus 14 là, qui va arriver d'ici Noël, j'imagine. Sinon, en tout cas, ils vont sauter une génération, on verra bien, mais donc on prévoit déjà ça. Et du côté du mobile, le Snapdragon X Elite 2 sera la puce pour les PC mobiles, les laptops que font entre autres Asus et bien d'autres fabricants qui sont des puces, comment on les appelle là, pour les copilotes PC Plus de Microsoft. Là, écoute, c'est des salades de mots. Je sais pas le marketing de ces affaires-là. Il y a un moment donné, quelqu'un devrait appeler quelqu'un puis rendre ça plus simple. Mais bref, on parle d'une puce pour ordinateur qui serait de 25 à 30% plus puissante que le Snapdragon X Elite actuel, qui était utilisé dans les ordinateurs qui utilisaient Windows 11 de façon tout à fait naturelle. Donc, c'était déjà assez puissant et qui, évidemment, est davantage prête, plus puissante dans les applications d'intelligence artificielle générative. Donc, le traitement de l'image dans les appels vidéo, les retouches à des photos, la génération de contenu sur le pouce. Donc, j'ai hâte de voir on parlait d'Intel il y a une seconde. Qualcomm n'a pas dit son dernier mot. Nvidia non plus. Non, c'est ça. Ça ne va pas être Intel ces jours-ci, là, définitivement. Mais tout ça, on va pouvoir en reparler la semaine prochaine ou entre les prochaines semaines, suite au Snapdragon Summit qui a lieu. Quand j'ai rencontré les gens de Snapdragon il y a quelques semaines, ils disaient très fort là, qu'ils veulent que... Avant, il y avait Intel Inside, puis c'était beaucoup de mise en marché. Ils veulent que les gens rentrent dans le magasin, ils voient Snapdragon et identifient Snapdragon et recherchent Snapdragon. Que ce soit
Ouais. Ils veulent faire des kiosques, comme au Best Buy, t'as une zone Mac, t'as une zone Windows, t'as une zone Snapdragon. Ils travaillent très, très fort, fait qu'attendez-vous à du bon. Mais en même temps, ils ont le vent dans les voiles, ils travaillent très fort et ils ont des puces optimisées pour la consommation d'énergie, une philosophie très différente de passer des puces d'Intel qui étaient très axées sur on a de l'énergie, on est branché dans le mur, on peut faire ce qu'on veut côté consommation d'énergie. Snapdragon a toujours été dans les puces mobiles moins gourmandes, plus optimisées. Là, boum, on arrive avec le mobile first qui est là. Une petite nouvelle rigolote, des publicités sur son frigo connecté. Évidemment, ça s'en venait, on le sait. C'est un programme pilote, c'est pour Samsung, les frigos connectés aux États-Unis. Un programme pilote, on le mentionne, ça fait évidemment beaucoup réagir sur Reddit et compagnie. Ce serait pour augmenter la valeur de ton appareil pour les consommateurs. Évidemment, d'avoir des publicités qui apparaissent sur l'écran de veille de ton téléphone, c'est pour ma qualité de vie puis mon bonheur. Oui, c'est toujours au bénéfice du consommateur de se faire blaster de lait partout, ou de couches ou de produits. Hey, c'est le temps de faire le ménage de ton frigo. Arm & Hammer. Incroyable comment ils n'ont pas de scrupules. J'ai encore une fois un flashback. Je suis plein de nostalgie, Alain, quand tu as plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la technologie. Tu en as vu des affaires passer puis venir. Le frigo connecté à Internet de LG. Je sais pas si ça te dit quelque chose. LG, qui était une compagnie qui était pas encore entrée au Canada. C'était début 2000. Les nerds, ça a commencé en janvier 2000. Fait que c'était fin 99, ils commençaient à faire de la pub. Notre frigo est connecté à Internet, LG. Puis là, c'est quoi cette compagnie-là, LG? Ça n'a pas encore arrivé au Canada. Le Wi-Fi n'était pas connu à l'époque. Je pense qu'il fallait vraiment le brancher avec un fil Ethernet. J'ai travaillé tellement fort pour que ce soit ma première chronique à la Revanche des Nerds. Et finalement, je pense que ça a jamais... Je pense que c'est un produit qu'ils ont lancé un peu... pas vaporware. Ils en ont peut-être vendu 3. Ils en ont peut-être vendu 3 en Corée. Puis ils ont arrêté là. Je pense pas que ça s'est rendu vraiment au Canada. Encore une fois, Non. LG a un historique de produits qui ont fait patate. La question, c'est faire patate ou tout simplement, tu fais parler de toi, puis après ça, quand tu sens pas d'intérêt ou tu sens que ça coûterait trop cher mais tu as fait parler de toi. Puis pour faire parler de la marque en début 2000, ça fait le tour des journaux. LG dans un frigo connecté à Internet. On est-tu dans un monde de fous? Tous les objets seront-ils connectés? Et depuis, j'ai mis à jour un crayon. J'ai mis à jour... qu'est-ce que j'ai mis à jour? Il y a des grille-pains qui se mettent à jour maintenant. J'ai mis à jour mon four. Tout est rendu. Le petit micro-logiciel que tu branches, tu fais comme pourquoi ça marche tout croche. Tu fais la mise à jour. Ma trottinette est maintenant mise à jour régulièrement. On s'en sort pas. Ouais, c'est ça la vie en 2025, exact. On va revenir, je vais compléter ma série de nouvelles là, parce que il y en a des nouveautés et il y a d'Apple évidemment. Je vais compléter en disant que là, en plus des écouteurs, il y a aussi les nouvelles Apple Watch. Il y en a 3, j'en ai juste 2 là, l'autre est sur son chargeur, est un peu loin, je vais pas aller courir. La Apple Watch Series 11, l'Apple Watch Ultra 3 et l'Apple Watch SE. Je vais juste vous dire les prix, ça en dit déjà long. La SE est $329. Elle a à peu près tout ce que la Apple Watch Series 11 a en version une petite affaire moins performante. Mais on a quand même un affichage permanent, le fameux Always On Display, qui évidemment est important sur une montre. Tu vas pouvoir voir l'heure à tout moment. Nouvelle antenne 5G, ça c'est la grosse nouveauté de l'automne sur les montres connectées d'Apple. Apple directement, je crois. C'est pas ça la particularité? Le modem, je ne sais pas, mais en fait, l'affaire, c'est qu'il faut savoir à propos des montres connectées 5G d'Apple, c'est qu'il n'y a pas un fournisseur de services cellulaires au Canada qui supporte la 5G sur les montres en ce moment. Donc, vous achetez la montre, vous êtes prêt pour le jour où ça va arriver, mais pour l'instant, c'est quand même une connexion LTE sur votre montre. Donc, pour l'instant, c'est pas comme garochez-vous à acheter une montre, ça va vous donner de la 5G sur votre poignet, ça arrive pas, là, c'est pas le cas encore.
Mais la montre est prête pour la suite. Ce qu'on me disait chez Apple, c'est que le jour où tout ça va être 5G, évidemment, ça va accélérer un petit peu le chargement de données quand vous êtes en itinérance, c'est-à-dire quand vous êtes sans votre téléphone et que vous avez votre montre et qu'elle est connectée au réseau. Mais je ne sais pas à quel point ça comble un besoin très important, mais l'Apple Watch SE, bref, a tout ça. Ce qu'a aussi l'Apple Watch Series 11, mais à un prix réduit, $329. L'Apple Watch SE, c'est la dernière des Mohicans là, chez Apple à avoir une batterie bonne pour une journée de 18 heures. L'Apple Watch Series 11 a vu son autonomie bumper à 24 heures, ce qui est logique parce qu'on veut aussi pousser le suivi du sommeil. On se rend compte que si une montre doit être chargée la nuit, c'est dur de dormir avec un chargeur sur la montre, sur son poignet. Il me semble qu'il aurait fallu y penser avant, mais bref. Pour ceux qui n'ont pas besoin, ce qu'on dit, c'est que tu la charges 20 minutes, tu as 80% de batterie, donc tu peux dormir, la charger en te brossant les dents, puis tu l'as toute la journée. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui sait absolument avoir une montre pour le suivi toute la journée, plus le sommeil, il y a possibilité de s'arranger de ce côté-là. Donc ça, c'est pour l'Apple Watch SE. L'Apple Watch Series 11 a aussi une nouvelle fonction de suivi de l'hypertension. J'aimerais dire de détection de l'hypertension. Ça, c'est une grosse affaire. C'est banal, mais l'hypertension, on dit le silent killer. Là, c'est un tueur silencieux. On le sait pas nécessairement qu'on souffre d'hypertension quand on l'a. Et pour faire un test d'hypertension, il faut aller chez le médecin, il faut aller à la pharmacie, il faut faire la patente qui teste la tension, puis il faut le faire régulièrement parce que ça se détecte pas en 15 secondes, ça se détecte dans le temps. Et si vous allez voir votre médecin, il va vous dire, fais un test, fais un autre test, viens faire un test, va faire un autre test, puis ensuite, au bout d'un certain nombre de tests, ils vont dire, on détecte une tendance. Là, la montre Apple Watch Series 11 le fait. Elle fait, je pense que c'est sur 30 jours, elle analyse écoute, on m'a expliqué, c'est compliqué, les gens avaient des questions là, suite à mon article dans la presse, mais en gros, ça détecte, ça compare le rythme cardiaque, donc le battement du cœur, et le passage du sang dans les vaisseaux sanguins sous la montre. Puis là, ça peut voir s'il y a une élasticité, je ne sais pas exactement comment appeler ça. Mais si on trouve qu'il y a une différence notable et variable, ben on dit, t'as peut-être un problème, peut-être que tu souffres d'une tension artérielle trop importante. Va consulter ton médecin. De la façon que ça a été fait avec des études cliniques, avec des groupes indépendants, des centaines de milliers de patients, des docteurs, des vrais médecins qui ont suivi avec la technologie pour être sûr que ça marchait, puis ainsi de suite. Et c'est présenté d'une façon qu'on veut pas faire paniquer les gens pour qu'ils se garochent chez leur médecin au moindre signe de n'importe quoi, ce qui est un problème avec les montres connectées qui alertent pour plein d'affaires. « Hey, je suis en train de mourir! » Ben non, mais t'es encore entièrement vivant. « Mais ma montre me dit que je suis mort! » Mais là, tu sais, bon, il y a des énormes cas de faux positifs qui font rager bien des médecins. On a dit du côté d'Apple qu'on a voulu éviter ça avec cette fonction-là. Donc, c'est un avertissement qui va vous dire, allez voir votre médecin. Tu peux extraire des données. Ils peuvent te fournir par courriel un PDF de ton information dans le temps, sur les 30 derniers jours. Et le médecin peut consulter ça. Donc, on a vraiment voulu arriver avec une solution de santé complète. Et c'est le gros virage. Ben, c'est pas nouveau, là. Ça fait des années qu'Apple l'a fait, mais c'est vraiment, on insiste là-dessus beaucoup cette année, particulièrement avec l'Apple Watch Series 11. C'est le virage santé. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens qui aiment faire du sport, les gens qui veulent le monde connecté l'ont déjà. Là, ce qui reste, c'est les gens qui plus âgés, plus jeunes, qui veulent qui ont besoin de quelque chose pour leur forme quotidienne. Et c'est un peu là-dessus qu'on pousse là, chez Apple en ce moment. Évidemment, c'est un outil de santé. La présentation de la montre, on voyait, ça sauve des vies, cette montre-là, parce qu'effectivement, ça donne des indicateurs sur ta santé, des indicateurs vitaux qu'on n'aurait pas autrement. On ajoute aussi une cote de sommeil. Je ne sais plus comment on l'appelait. Là, c'est un indicateur, c'est un chiffre sur 100 qui combine 3 données de sommeil. On fait comme... On voit déjà, si vous avez des anneaux connectés, des choses comme ça, vous avez peut-être vu, on simplifie beaucoup l'interprétation de la qualité du sommeil des gens pour leur dire, as-tu bien dormi, oui ou non, et voici pourquoi. Et on essaie de garder ça très, très simple. Chez Apple, évidemment, on l'utilise à travers la montre qui va dans le téléphone et qui est analysée au niveau du téléphone. Et ce qu'on me disait, c'est que si vous portez la montre pour dormir à tabac, mais on peut aussi combiner des données qui viendraient d'un anneau connecté ou d'un appareil de sommeil tiers qui s'intègre, si je ne me trompe pas, à Health Kit, qui est comme l'espèce de trousse logicielle derrière qui combine les données qui va arriver avec un traitement. Donc, si vous dormez avec votre montre, ça prend les données de la montre, mais si vous ne l'avez pas et vous dormez avec d'autres choses, semble-t-il qu'on peut arriver au même résultat. Il va falloir l'essayer. Je ne me suis pas rendu jusque-là. Ça prend quelques jours avant d'arriver à un résultat ou à une analyse là, de la part de la montre. Donc, faut l'essayer. Mais vu l'importance que tous les fabricants de gadgets connectés accordent au sommeil, je pense que beaucoup de monde a vraiment hâte d'avoir un outil comme ça de solution qui va les aider à mieux dormir.
Et je pense que le premier pas, évidemment, c'est un bon diagnostic. Et là, on promet un bon diagnostic chez Apple. Donc, si vous avez... Ça vaut la peine d'investiguer. Si vous avez des problèmes de sommeil et vous cherchez un bidule qui peut vous aider, peut-être que cette montre-là a la solution pour vous. C'est une montre qui, je l'ai dit tantôt, a 24 heures d'autonomie. Donc, ça marche toute la journée, ce qui est quand même un peu mieux que 18, n'est-ce pas? On s'entend. Elle coûte 549 $. C'est quand même cher, mais c'est une montre qui est basée sur les anciennes générations, dure vraiment longtemps. Là. On peut porter une montre... La série 11, ça veut dire qu'il y a 10 ans de montre. Je pense qu'on peut la garder famille 7-8 ans sans problème. Là, si on se fie à la série 3, est pas mal très en circulation ces jours-ci encore, puis elle fonctionne très bien. Donc, c'est pas une montre qui va durer des générations, mais qui va quand même durer plusieurs années. Donc, c'est quand même pas si mal. Et vous irez voir, il y a là aussi les nouveaux logiciels qui sont sortis. WatchOS 26, qui est l'interface logicielle, intègre des choses qu'il y avait avant les montres Wear OS de Google, qui étaient extrêmement le fun pour naviguer juste du poignet sans y toucher avec son doigt. Et là, on a quand même un peu flippé le jeu. C'est rendu Apple qui a la meilleure interface sur montre connectée. Donc, bravo à Apple, mais Google a raté toute une occasion de s'en tirer. De voir la Pixel 4. On parlera de Google une autre fois, mais bref. Le Pixel 4 qui s'en vient. C'est le Pixel 3 ou 4 ben voilà. Qui s'en vient. La 4 qui s'en vient. On est rendu à la 4. Qui est cet automne. Ouais, exactement. Plus grande, ronde. En tout cas, je suis très curieux de voir l'alternative pour les gens qui n'ont pas tous des iPhones. Ouais. Ça nous mène à la Watch Ultra 3 d'Apple qui est, pour moi, c'est la montre à considérer. Évidemment, elle est pas mal plus chère, 1100 $, faut la payer. Mais faut faire beaucoup d'activités avec. Évidemment, il faut amortir le prix parce que sinon, c'est vraiment un achat complètement superflu. Mais plus de pixels à l'écran, on a réduit un petit peu. Google a fait la même chose avec ses pixels. On a rajouté quelques pixels autour pour réduire le cadre. Donc, on a plus d'affichage. Ça change pas grand-chose par rapport à la Ultra 2 là-dessus, mais c'est plus élégant, disons. Même chose, 5G, GPS double fréquence, 42 heures d'autonomie, donc plus qu'une journée. Donc ça, ça commence à être intéressant pour vrai. Et ce que j'ai essayé, ce qui est vraiment le fun, tu veux pas que ça t'arrive, mais c'est le fun de l'essayer, c'est la messagerie par satellite. Si vous allez dans le bois et vous perdez le signal cellulaire, donc vous pouvez pas vous connecter et que vous voulez envoyer un message à quelqu'un, que faites-vous? Ben évidemment, vous pouvez utiliser votre téléphone. Et d'ailleurs, c'est pas mal... je sais pas qui te court avec loin dans la forêt sans son téléphone, s'ils ont une montre, là, mais bref, vous partez dans le bois et vous êtes perdu, vous pouvez utiliser votre montre. Vous utilisez l'application satellite. Là, vous pointez vers le satellite le plus près. Pip, pip. Puis là, vous pouvez appeler les urgences, 911. Évidemment, ça prend une vraie urgence, on s'entend. Mais vous pouvez aussi envoyer des messages textes à des gens, de vos proches. Là. Et la liste de gens à qui vous pouvez texter, c'est comme les gens à qui vous avez écrit dans le dernier mois. Donc, c'est vraiment basé sur les communications récentes que vous avez faites avec votre téléphone ou votre montre ou peu importe. Et vous envoyez un message texte comme vous l'enverriez normalement et le message se rend. Et la montre reste connectée au satellite pendant que vous bougez. Et donc, vous pouvez ensuite recevoir une réponse. Donc, si par exemple, vous êtes deux explorateurs qui partez dans la forêt, la montagne, tout ça, vous vous perdez en chemin, les deux, vous égarez, vous pouvez vous communiquer et vous retrouver. Donc, il y a vraiment des applications de pointe, nichées, assez pointues et extrêmes, mais pour les gens qui veulent acheter une montre Garmin à 1200 $, tout d'un coup, on a un avantage sur la Apple Watch Ultra 3 parce qu'on a ça. C'est gratuit pour les 2 prochaines années. Éventuellement, ça va coûter des sous, mais on a dit ça aussi dans le passé, puis c'est resté gratuit. Donc, je ne sais pas à quel point un jour on va finir par payer pour, mais pour l'instant, c'est gratuit, donc ça vaut la peine pour 2 ans. Et évidemment, vous avez toute la suite de connectivité d'une montre connectée à un iPhone. Vous avez de la musique, vous avez des suivis de santé, les applications d'activité. Il y a le Coach Body, qui est comme un gadget. C'est une voix extrêmement empathique et emphatique qui vous parle quand vous entraînez et qui vous dit « Lâche pas la patate, t'as vraiment bien fait ça. » Pour l'instant, c'est strictement en anglais, donc c'est pas nécessairement super applicable chez nous, mais on donne un indice de ce qui s'en vient. Et ça, c'est très populaire en Asie. Les montres chinoises, depuis des années, ont cette espèce de body de coach qui vous dit pas grand-chose à part « Ouais, je suis content de toi. Continue comme ça. » C'est vraiment juste ça. Ça me semble et là, ça, on a ça maintenant. Podcast, là, puis tu t'écoutes, mais là, c'est ça. Patate, ça interrompt tout pour te dire don't drop the potato. T'es un champion. Oui, c'est ça, exactement. Petit détail que je trouve amusant, dans l'application d'exercice de l'Apple Watch Ultra, des trois Apple Watch, en fait, quand vous partez un exercice, une course, peu importe, on peut désormais automatiser le lancement d'une liste de lecture de son choix. Ce qui fait que ça évite de se casser la tête, de dire je pars à mon exercice, je pars à la toune, puis après ça, je peux partir à courir. Tout ça se fait tout seul. On peut jumeler à des écouteurs ou on peut le faire à travers le petit haut-parleur de la montre. Je veux pas voir personne dans un sentier écouter de la musique de sa montre sur le haut-parleur. C'est un non.
Et il y en a qui le font avec le petit haut-parleur dans Bluetooth dans leur sac à dos, purée. et c'est donc mal commode pour le reste de l'univers. Je C'est quoi cette l'entends. idée? Il faut que je ventile, Alain. Je reste devant une piste cyclable et j'adore ça. Sauf que de plus en plus, puis encore une fois, c'est l'impression, est-ce que c'est juste parce que ça me fatigue que je l'entends plus, mais des gens qui se promènent avec des haut-parleurs dans leur sac à dos, là, c'est désagréable. T'entends? Ils écoutent leur musique à plein volume. C'est cette même logique des motos. Les gens qui ont des grosses motos touring, là, avec le pare-brise et tout, puis la radio au volume maximal. Parce qu'ils ont un casque, évidemment, qui bouche les oreilles, mais il faut qu'ils mettent la radio de leur moto. Il n'y a pas d'habitacle, c'est pas fermé, une moto. C'est la même chose. Regarde. Je sais pas tout le monde qui a le goût d'écouter regardez-moi, je oui. suis... Franchement. Alors voilà, c'était l'Apple Watch en 3 versions, juste pour fermer le topo. Des belles améliorations, des belles mises à niveau. Si vous en avez pas, vous en avez une vieille, puis vous vous demandez... moi, mon guess, c'est l'année prochaine, on a des nouvelles montres et des nouveaux téléphones au design complètement différent. Donc ça, c'est peut-être la fin d'une époque, mais c'est une belle fin, parce que c'est des bons produits. Puis vous savez, l'Apple Watch, c'est la plus vendue des montres connectées. De loin. À juste titre, oui. C'est la mieux intégrée dans l'écosystème auquel elle appartient. Sauf qu'il faut être clairement pro-Apple. Il faut avoir Apple Music, il faut avoir les outils. Quoique Spotify fonctionne relativement bien, mais il faut quand même... c'est plus facile si on s'abonne et si on utilise déjà les autres produits Apple. Et ça prend forcément un iPhone. Donc, à partir de là, ça limite un peu la polyvalence de la chose. On n'a pas pensé à l'interopérabilité. Je voulais le dire, le mot. Parce qu'évidemment, ça sert bien à Apple, mais c'est une grosse limite, définitivement. Et la fameuse autonomie, si on avait 3-4 jours sur une montre... C'est la base. Les montres sportives, en général, c'est une semaine minimum. 4 jours... Ben voilà, parce que quand on va courir dans le bois 3 jours... C'est ça, tu pars la fin de semaine, pas ton chargeur. Tu pars le vendredi, tu n'as pas nécessairement à charger ta montre le matin ou là en soirée avant de partir. Tu as besoin d'au moins 24 heures. Tu es retardé, tu es pris dans le bois, c'est là que tu en as le plus besoin. 48 heures, si tu as chargé ta montre le vendredi matin, tu n'en as plus le dimanche, milieu de la journée. Puis c'est peut-être là que tu en as le plus besoin. Très, très bizarre. Là. Je ne comprends pas pourquoi la montre n'a pas un mode d'économie d'énergie plus optimisé. Ouais. Il y a une compagnie qui vend en accessoire, c'est un petit porte-clés avec une petite batterie intégrée et un connecteur MagSafe pour la montre. Ouais. Ça vous donne ça dépend, mais d'avoir besoin de cet accessoire-là. Alors que Huawei, 2 semaines pour une montre, les montres de Polar, de Garmin, les concurrents ont... Ce qui est le fun des montres Huawei, c'est que tu as une semaine d'autonomie et en plus, le président chinois sait t'es où dans le monde. Il y a des petits inconvénients comme ça, mais qui sommes-nous pour juger les choix des gens ou les choix politiques? Voilà. Parlons de piles d'appoint, très, très bon lien, Alain, je ne sais pas si tu es conscient ou non. Il y a Anker qui font des très bons produits. Je les aime beaucoup en général, sauf qu'il y a eu un rappel de 481 000 petites piles d'appoint. 481 000 piles d'appoint ont été rappelées pour des risques de surchauffe et de risques d'incendie. C'est pas tous les produits Anker, c'est pas toutes leurs piles d'appoint. Il y a certains modèles. Vérifiez sur le site. C'est un rappel qui est aux États-Unis pour l'instant. J'ai pas vérifié si vous avez acheté des piles d'appoint Anker. Jetez un coup d'œil sur le site. Informez-vous au service à la clientèle si jamais il y a un risque. Encore une fois, c'est un risque de surchauffe et la compagnie rappelle volontairement ces produits. Jetez un coup d'œil. Anker, si vous avez une pile d'appoint, ça peut être l'occasion. Ils vont vous rembourser ou vous en donner une nouvelle, un crédit ou un remboursement avec la preuve d'achat, évidemment. Informez-vous. Voilà. Excellent. Merci, Pascal. C'était certainement la plus longue première partie de balado qu'on a jamais faite. Et c'est pas fini, parce qu'on revient avec nos produits tout de suite après ceci. Restez avec nous. J'ai cherché un petit bidule parce que, évidemment, je vais vous présenter le morceau manquant du triptyque d'Apple automnal que j'ai sous la main. Pascal, tu as aussi un traceur, un pisteur, comment on va appeler ça? C'est quoi le mot officiel? Chipolo. Voilà. Des traceurs ou des pisteurs qui n'ont pas besoin de porte-clés payants autour. Il y a une petite boucle qui permet de les garder. Et la card qui se glisse dans son portefeuille. Très mince, génial. Il n'y a pas que pratique. Le AirTag, Alain, dans la vie. Dis-moi donc. Ça, écoute, on en parle tout de suite après ceci. Restez avec nous à une tasse de tech.
retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à Une tasse de tech. C'est ce moment où on vous présente des nouveautés. J'ai plein d'iPhones à vous présenter. Je vais essayer de faire ça en mode express. Mais avant, parce que c'est quand même assez intéressant ce que tu as sous la main, Pascal, c'est ton tour de nous parler de ton essai de la semaine. C'est des traceurs, donc c'est comme des appareils qui nous permettent de retrouver les affaires qu'on égare tout le temps, non? C'est l'équivalent des AirTags. La beauté, c'est qu'ils sont rechargeables, donc on n'a pas besoin de remplacer de piles dedans. Ils se rechargent par induction dans le cas de la Card. 2,5 mm. Ça se glisse sérieusement, là, c'est l'épaisseur de 2 cartes de crédit. Une carte de crédit. Ça permet de retrouver son appareil. C'est compatible avec le réseau Find My d'Apple. C'est aussi avec Find My Device, qui est maintenant Find Hub de Google. Donc, le même système. Oui. On enregistre ça dans son appareil. On peut les suivre sur une carte. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les faire sonner avec l'application de son téléphone. Encore une fois, ceux qui connaissent les AirTags, c'est le même principe. On peut les faire sonner pour les retrouver. C'est jusqu'à 110 décibels, 125 pour le loop. Donc, 2 appareils qui sont rechargeables très facilement par un port USB-C pour le loop, induction pour le Card. Résistant à l'eau, immersion. On veut pas faire de la plongée avec, mais c'est quand même intéressant. Si on les met dans un manteau mouillé, moi j'imagine que si on les passe à la laveuse, ça devrait résister. Ce qui est le fun aussi, et ça, j'avoue que j'ai un trou de mémoire, je sais pas si tu peux le faire avec les AirTags, si tu appuies sur le Chipolo, t'as un bouton, tu peux retrouver ton téléphone. Donc, non, les AirTags ne font pas ça. Et voilà. Et ça, c'est assez amusant. Je vais essayer. J'espère que ça va être connecté. Honnêtement, je sais pas où il est mon téléphone. Fait que c'est pas à portée de Bluetooth. Ça fonctionnera pas. Mais ça permet de retrouver son téléphone et ça m'a servi à plusieurs reprises. Des fois, on a notre trousseau de clés. On cherche notre téléphone, on peut le faire sonner. Le téléphone a glissé dans des divans. Très, très, très utile. Je le répète, le Chipolo, ce qui est très, très le fun, c'est que il y a un modèle de base qui a des piles remplaçables, des piles CR 2032 qui coûtent quelques dollars. Écoute, je pense que tu en as 5 pour $1 au Dollarama. Tu peux remplacer. Ils sont de couleurs différentes, donc t'as pas que le blanc. T'as du bleu turquoise, t'as du jaune, t'as différents modèles. Fait que ça peut être chouette si tu mets des Chipolo dans les boîtes à lunch ou les trucs de tes enfants. Non seulement tu peux retrouver tes enfants, mais tu peux visuellement voir quel Chipolo va à qui. Et le modèle pour le portefeuille, je le trouve extraordinaire parce que je sais qu'il y a des portefeuilles qui permettent d'intégrer un AirTag. Puis ça fait une grosse bosse. Ça fait une grosse bosse. C'est pas commode. Ben non. Tu as besoin d'acheter un étui pour ton AirTag. Dans ce cas-ci, avec les alternatives qui sont compatibles, je le répète, avec Android et iOS, t'as pas besoin de payer pour un étui en plus. Tu le mets dans ton portefeuille, tu le mets après ton porte-clés, tes accessoires. L'affaire qui est flyée, ils m'en ont envoyé 2. Là, j'ai le goût d'en acheter plus. Je veux en mettre sur tout. C'est bon signe, ça veut dire que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, c'est très, très cool. C'est offert à partir de $39 US. Oh, quand même. C'est pas donné, mais c'est le même prix. Ça commence à être un $60. À l'unité, c'est le même prix pour les AirTags, si je ne m'abuse, ou c'est sensiblement la même chose. Et n'oubliez pas que les Chipolo sont rechargeables, donc on n'aura pas besoin d'acheter des piles à l'usage. Il y a un lien de 20%. Si vous allez sur mon site, il y a un lien de référence si vous n'avez pas envie de m'encourager ou de m'offrir d'autres Chipolo. Je pense que s'il y a 3 personnes qui utilisent le lien sur mon site, ils m'en envoient un autre, quelque chose comme ça. Si jamais vous n'avez pas envie, allez tout simplement l'acheter. Il y a beaucoup de rabais qui existent, des promotions. Si vous en achetez plusieurs, je vous invite à le faire. Sérieusement, une fois que tu y goûtes, tu vas en donner à tes enfants, tu vas en donner à tes amis. C'est un beau cadeau à offrir. Il y a aussi le Tile, qui est un truc similaire. Oui, c'est ça. J'ai toujours son nom. Ben oui. Et iOS, ça fait l'original, en fait. Tile, je pense que c'était l'original ici. Mais là, je trouve qu'avec Chipolo, c'est comme une coche de design. Puis le fait que ça soit rechargeable, quelque chose de le fun. Tu t'en vas en voyage, en déplacement, tu peux les recharger. Ça prend quelques minutes. Puis tu pars, au lieu d'avoir une pile qui, à un moment donné, il faut que tu remplaces, tu dis, je pars 1 semaine, 2 semaines en vacances. Là, il faut que je remplace une pile qui aurait pu tenir 2 semaines, mais t'es pas sûr. Enfin, j'aime l'idée de pouvoir les recharger. Il y a aussi, j'ai vu sur Amazon, plein de traceurs ou de pisteurs compatibles, des modèles chinois. De qualité et de sécurité. Plus incertains, disons ça comme ça, sont vraiment pas chers, mais est-ce que ça va durer aussi longtemps? Est-ce que ça va être aussi bon? Est-ce que t'es pas suivi par le gouvernement chinois? Je le sais pas. Dites-vous que ces appareils-là, évidemment, il y a toujours un petit souci de sécurité. Si l'appareil peut savoir t'es où,
Oui. quelqu'un d'autre qui sait quelqu'un où il est d'autre paré. peut le savoir. Les données, en théorie, sont anonymes, et quelqu'un qui veut va savoir où tu es, puis surtout devrait détecter que tu as un traceur ou un pisteur, sauf que si la personne n'a pas activé la permission ou l'a rejeté, tu peux mettre ça dans le sac de quelqu'un, et puis... Voilà. Chipolo, chipolo.com, hein, c'est ça le Chipolo.com, si je ne m'abuse, ou jetez un coup d'œil sur le billet. Vous avez des photos, vous avez des images et le rabais de 20%. Important. Et merci voilà. Pascal. Merci à toi. Là, je vais vous faire une critique express de 3, en fait c'est 4 téléphones, mais vraiment sous 3 formes. Je vais juste vous dire... iPhone en 5 minutes, Alain. Je vais y aller rationnel pour commencer et après, je vais vous faire part de mon coup de cœur. Donc, vous le savez, nouvel iPhone 17 vient d'être lancé. Même prix que l'iPhone 16, 1129 $. Vous l'amortissez comme vous voulez. Vous pouvez retourner un téléphone, on vous donne un rabais. C'est, à mon avis, le dernier de ce super cycle de design qui est amorcé avec l'iPhone 12, là, l'espèce de boîtier très, très, très boxy, très boîtier, très carré, en fait, avec des arêtes très définies. Et je pense qu'à cause de ça, l'iPhone Air, qui a été lancé en même temps que l'iPhone 17, est peut-être un indicateur de ce qui s'en vient l'année prochaine avec les nouveaux iPhone 18, qui pourrait amorcer un nouveau de ce fameux super cycle. Mais ça, c'est de la spéculation, on verra bien. iPhone 17, écoute, c'est une amélioration par rapport au iPhone 16, légère. Et on a revu bien des choses. Le gros morceau, il y a 2 affaires. Écran de 6,3 pouces, 3000 nits, très lumineux, pas de souci. On a revu la caméra frontale. Je pense que ça s'appelle maintenant Center Stage, Studio Stage. Puis il y a comme un nom. C'est une nouvelle caméra qui a un capteur carré qui permet de faire des selfies à l'horizontale ou à la verticale sans avoir à tenir son téléphone de côté ou droit. On le tient toujours facilement d'une main. Et là, on fait le selfie dans le sens qu'on veut. Ça se détecte automatiquement si vous êtes 3 ou 4 sur l'image ou en tout cas devant la caméra. Automatiquement, le selfie se fait à l'horizontale et on prend la version large. Si vous êtes seul et vous voulez un selfie vertical, il le fait tout seul et on a qu'à appuyer sur un petit bouton à l'écran. Et c'est une caméra qui a 18 mégapixels en termes de capteur. C'est un objectif qui est stabilisé. C'est une stabilisation numérique, là, c'est pas optique, mais ça fait le même rendu vidéo, entre autres la même espèce de fluidité dans le mouvement que la caméra arrière le fait sur l'iPhone depuis 3-4 générations d'iPhone. Et ça fait des super belles images en vidéo stabilisée. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas pensé à ça avant. Mais bref, j'imagine qu'on s'est aperçu qu'on faisait beaucoup de selfies en 2025 dans l'univers. Et que c'était une belle façon de rendre le selfie plus polyvalent, plus facile à prendre. Et sérieusement, pour la génération selfie, les gens qui peuvent pas ne pas se retenir de se prendre en photo partout tout le temps, ça fait une belle différence parce que ça fait des meilleures photos. Fait qu'on va avoir encore plus de selfies l'année prochaine, je vous le dis tout de suite. C'est la grosse nouveauté. La caméra frontale est le gros atout. La caméra arrière, aussi, on l'a revu. Ça reste une caméra de téléphone assez typique. 48 mégapixels, c'est le fameux capteur. Je vais dire, c'est peut-être Sony qui le fournit à Apple parce que tout le monde a un capteur 48 mégapixels cet automne et c'est Sony qui le vend à tout le monde. Donc, je présume que c'est le même. On a 2 objectifs. Un grand angle qui, je pense, est l'équivalent d'un 24 mm. Citez-moi pas là-dessus, il me semble que c'est ça. Et il y a un téléphoto 4X. On triche. On va chercher la moitié des pixels. Donc, on va vraiment chercher dans le milieu de l'image et on le grossit. Donc, c'est pas optique nécessairement comme téléobjectif, mais on a du 4X. Ça fait des belles photos. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est un appareil qui fait toujours parmi les plus belles photos sur le marché. Je pense que le Pixel 10 va chamailler avec encore cet automne pour savoir lequel fait les plus belles photos. Mais du côté de Pixel, on le sait, Gemini est beaucoup utilisé. On utilise beaucoup la retouche algorithmique. Un peu moins, je pense, du côté d'Apple. Donc, c'est peut-être un peu plus authentique. Je sais pas, vous faites ça comme vous voulez. La grosse nouveauté technique, c'est la disparition de la carte SIM. Il n'y a plus de fente pour carte SIM. Je pense que c'est le premier téléphone au Canada vendu sans carte SIM, sans fente SIM. On y va directement avec la eSIM. Si vous le configurez à partir d'un ancien téléphone, il va prendre l'information de la carte SIM, il va la numériser, l'électronifier, si vous voulez, et la mettre dedans. Et ça marche avec tous les fournisseurs au Canada, sauf ceux qu'on connaît pas. Parce qu'il y en a peut-être que je connais pas. Mais les grands fournisseurs, là, les 7-8 marques que vous connaissez, sont compatibles et vont fonctionner avec ce transfert vers l'eSIM. Même Vidéotron et Fizz qui ont adopté les eSIM l'année passée, finalement. Oui. Donc, ça va marcher pour tout le monde. C'est ce qui est le fun à propos de la eSIM et de l'eSIM sur l'iPhone, c'est que si vous avez une eSIM pour votre compte à la maison, vous partez en voyage, vous achetez une eSIM pour le voyage et que cette eSIM-là, vous voulez la réutiliser pour un autre voyage plus tard dans le futur, l'iPhone, automatiquement, quand vous êtes en voyage, va se faire le switch vers la bonne eSIM et va refaire le switch de retour quand vous revenez à la maison vers votre eSIM locale. Donc, vous n'avez plus à vous casser la tête, aller dans les réglages et à bidouiller. C'est pas une grosse affaire, mais c'est le fun. C'est comme j'ai plus besoin de me casser la tête avec ça.
Et c'est pas bête non plus parce que depuis récemment, les fournisseurs, ils considèrent que l'itinérance, c'est pas quand tu utilises tes données, c'est quand tu te connectes au réseau. Donc, c'est même pas pour... Si votre téléphone, vous arrivez quelque part puis il change l'heure, là, vous venez d'avoir un frais d'itinérance. C'est un peu aberrant. Pour pas dire fâchant, mais c'est la vie dans le sans-fil au Canada. Et là-dessus, Apple a comme un peu contrevenu à ça en gérant les SIM pour vous. Et ça, je pense que c'est une belle petite addition. Attendez-vous à ce qu'il y ait plein de téléphones à partir de maintenant qui abandonnent la carte SIM. Ça s'en vient, c'est certain. Nouveau processeur A19. On a intégré dans tout ça aussi une chambre de refroidissement, là, une chambre à vapeur. ça sonne comme un vieux bateau. Mais on a un système de refroidissement et je pense que c'est sur le A19 Pro. Je vérifie c'est sur le A19 du iPhone, mais c'est une carte mince métallisée qui dissipe la chaleur. C'est vraiment le fun parce que le téléphone devient moins chaud quand vous faites des jeux vidéo de pointe et des choses comme ça. Et je regardais, on parle d'une batterie bonne pour la journée. Vidéo YouTube streamée sans arrêt, c'est 13 heures sur l'iPhone 17. C'est quand même pas mal, c'est plus que l'iPhone 16. L'iPhone de base, cet iPhone-là, n'a jamais été le meilleur en termes d'autonomie et ne l'est pas encore. Il fait un petit peu mieux, mais il fait frustrer vers la fin de la journée si vous l'utilisez comme pour le travail et vous vous promenez, tout ça. Vous allez manquer de jus après souper, c'est certain. Donc, il faut... Dans le passé, on disait, c'est correct, il y a l'iPhone Plus qui était plus gros, plus de batterie, faisait la job. Il n'y a pas d'iPhone Plus cette année, on va directement vers le Pro. L'iPhone 17 Pro, même format. Un petit peu plus de performance, un petit peu plus d'autonomie, 15 heures d'autonomie au lieu de 13. Fait que c'est un petit peu mieux, mais évidemment, là-dessus, le plus gros, c'est le Pro Max qui fait toute la job. 17 heures de batterie, 18 heures de batterie, pardon. Mais quand je dis 18 heures, c'est 18 heures écouter YouTube en 5G non-stop, en grosse qualité pour l'écran, tout ça, ça donne 18 heures, donc c'est pas un souci, vous allez avoir plus qu'une journée d'utilisation. Les Pros ont cette espèce de nouvelle surface à l'arrière, nouveau bloc batterie qu'on appelle un plateau maintenant chez iPhone. On a découvert qu'on pouvait trouver un petit nom francisé, le plateau. C'est un boîtier monobloc en alu qui est comme, on a parlé de design intégré, on le voit pas vraiment parce qu'il y a beaucoup de composants à l'intérieur qu'on voit pas forcément parce que c'est un appareil qui est fermé, mais qui semble-t-il confère une rigidité accrue au téléphone. L'écran aussi est d'un verre qui est plus résistant aux égratignures, donc c'est un appareil qui est plus durable. Le Pro Max, 6,9 pouces, toujours un très grand écran. Nouveau processeur A19 Pro, grosse mécanique, bonne mémoire vive. On a aussi la même caméra à l'avant, bien sûr, pour les selfies, mais sur les Pros, on a la meilleure caméra qu'Apple peut faire sur un téléphone, qui est un appareil à 3 objectifs, qui a un 24 mm, un grand angle 13 mm et un téléobjectif 100 mm. Là, il y a quelque chose de le fun. L'année passée, sur le 16 Pro, c'était un téléobjectif avec l'équivalent d'un zoom 5X. Donc, on avait l'impression qu'on rapprochait beaucoup plus. Là, on a un zoom 4X. Donc, on a l'impression qu'on rapproche moins. Sauf que ça donne l'équivalent d'une focale de 100 mm, alors que le 5X, c'était de mémoire, c'est une 140 mm, ou une 120, ou peut-être une 160. Mais là, chez Apple, on a dit, non, on ne veut pas donner l'impression qu'on recule. Alors, on a créé un zoom 8X qui donne l'équivalent d'avoir un objectif 200 mm, mais c'est optique similar. C'est-à-dire que c'est pas un zoom optique, c'est un zoom optique auquel on combine on prend les pixels du milieu, dans le fond. Fait que ça fait un zoom de 24 mégapixels, 8X, qui est un zoom qui malheureusement n'est pas aussi bon qu'il devrait l'être. On aurait mis un zoom optique 8X, ça aurait été excellent, mais là, écoute, ça fait des photos correctes. Je pense pas que j'en ferais un appareil pour le travail qui fait des photos rapprochées 8X. Le zoom 4X, il marche, pas de problème, mais j'ai pas trouvé que c'était un meilleur objectif que le 16 Pro. Et ça, j'étais un petit peu déçu là-dessus. C'est un peu dommage parce que tout le reste est quand même un beau téléphone. Et si vous faites des photos, évidemment, vous avez de la vidéo stabilisée 4K avec toutes les patentes Dolby Vision, ce que vous voulez. Ça vous prend du stockage. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut avoir un iPhone Pro Max avec 2 téraoctets de stockage. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut payer pour. Mais c'est quand même toute qu'une machine pour avoir dans la poche. Le problème avec l'iPhone 17 Pro, c'est que ça commence à 1 600 $. Ça monte facilement au-delà des 2 000 $ si vous voulez du stockage. Il faut vraiment s'en servir. Tu sais, le petit suffixe Pro, là, ça veut dire que si vous voulez un Pro, il faut l'utiliser, sinon professionnellement, du moins beaucoup pour justifier son prix parce qu'il coûte cher. Le Pro de base est de loin l'appareil le plus séduisant de la gamme. Le Pro Max est le plus performant et le plus fun. Moi, là, celui que j'aime le plus, mon coup de cœur, c'est le iPhone Air, malgré ses nombreuses limites techniques. L'appareil de 5,6 mm d'épaisseur, c'est vraiment le téléphone. À mon avis, c'est le téléphone de demain. C'est l'iPhone 18 avant le goût, là, avant le temps. Il est un peu cher, 1 450 $. Écran de 6,5 pouces, donc un peu plus d'affichage que l'iPhone tout court. Même processeur à 19 Pro que le Pro, donc c'est vraiment ça.
il y a une caméra, un seul objectif. C'est drôle. On dit qu'on peut reproduire l'équivalent de 4 objectifs avec. On peut faire une vidéo, on peut faire une caméra vidéo, une web caméra avec un iPhone sur un Mac pour faire des appels vidéo. On peut le faire avec lui, sauf qu'il n'y a pas la profondeur de champ, donc c'est fait artificiellement et on recule en termes de qualité d'image avec ce téléphone-là. Si vous achetez un téléphone à 1500 $ pour jouer à Candy Crush, c'est ce téléphone-là qu'il vous faut. C'est un téléphone lifestyle qui fait pas de la production d'image son élément central. C'est pas un outil de productivité, mais ça paraît très bien dans une poche et quand on le sort, c'est donc le fun. Il est super léger, super mince. On a fait des tests. Il est difficile à plier, il est résistant. Il est vraiment conçu pour pas. Tu le mets dans la poche arrière, tu l'oublies, tu t'assois dessus, il va pas casser en deux. C'est ce qu'on dit chez Apple. Je lève le doigt là, et je me permets de dire que j'ai vu la vidéo où on voyait le téléphone plié comme une banane. Il pliait beaucoup et reprenait sa forme. La question, c'est est-ce que tu peux faire ça plusieurs fois? Si tu la question, l'affirmation, c'est que tu sais que des YouTubers vont se mettre tout de suite à essayer de le plier en deux. C'est exactement là que je m'en vais. On va savoir le fin fond de l'histoire bientôt, c'est certain. Le téléphone est en vente à partir d'aujourd'hui. Je te prédis que dans les 48 prochaines heures, il y a des YouTubers qui vont dire « Will it crack? » Puis ils vont s'amuser à flamber 1600 pièces de téléphone, 1500 $ de téléphone pour ça. Mais, oui. Montre-le de profil, le téléphone. Je trouve que la bosse de la caméra, tu sais, faire un téléphone extrêmement mince. Parce qu'à premièrement, c'est un plateau. Je m'excuse. Le plateau. Et cela dit, il se tient bien en main. Il me rappelle l'iPhone X, qui est un téléphone qui a été lancé à la place de l'iPhone 9 quand on était rendu au 8. Il y a comme, en voulant dire, c'est le téléphone de demain. Il me rappelle aussi, parce que je l'ai écrit dans mon texte dans la presse, il me rappelle le Nokia 8801. Je sais pas si tu te rappelles du Nokia métallisé, là, que c'était un petit téléphone à glissière, qui était juste en gros métal, coûtait 1200 $ à l'époque, en 2005, qui avait aucun bon sens, mais il était donc beau, puis il était donc le fun à tenir. Ah non, ce téléphone-là, je l'ai donné à quelqu'un et j'en rêve c'est encore. Exactement. Je me dis, mais écoute, pourquoi? J'ai la même sensation avec ce téléphone-là. C'est un super téléphone chic. C'est un statement de style, plus que d'utilité, forcément. Mais comme il est très mince, il y a deux choses que je vais vous dire. On a aussi, dans ce téléphone-là, le premier modem 5G fait entièrement par Apple. Et on a une puce qui s'appelle N1, je pense, qui est aussi la première chip pour le Wi-Fi, le Bluetooth de prochaine génération fait par Apple. Donc, Wi-Fi 7, Bluetooth 6. Donc, c'est un appareil qui est conçu et qui est fait pour durer longtemps de ce point de vue-là, mais on a évidemment une très petite batterie. Donc, on parle d'une autonomie. Tantôt, je disais 13 heures de vidéo continue sur le 17, 12 heures dans le cas du iPhone Air, donc moins. Mais Apple a prévu le coup, donc ils vendent la batterie qui va avec, qu'on met dessus. Et là, on perd un petit peu de l'élégance de la chose, n'est-ce pas? Mais ça double plus. Ça fait, je pense qu'on monte à 20 heures ou même plus que ça. Je pense qu'on double l'autonomie de l'appareil grâce à cette batterie-là, qui est MagSafe, donc qui s'enlève. Et on vend des accessoires. Et là, je l'ai dans une boîte, mais j'ose pas le sortir. C'est une espèce de petit boîtier en plastique qu'on accroche une lanière qui fait qu'on peut le tenir comme ça en bandoulière, comme on le ferait avec une petite sacoche. Et ça, je suis désolé, mais ça contrevient un peu à mon étiquette stylistique. Je vois pas comment je peux... Je sais pas, en tout cas. Oh boy. Le jour où je vois des gens se promener avec leur iPhone Air comme ça, là, qui pend à côté comme un... En même temps, je vois la façon J'ai des questions pour cette personne-là. Les gens, la façon dont ils tiennent leur téléphone, et je crois qu'il y a quelque chose de mode là-dessus, mais au gym, là, sans doute. C'est un peu gênant, là. Les téléphones qui dépassent des poches, des sous-vêtements, qui dépassent de la poche, écoute, ça déborde, tu vas dans la rue. Tu sais qu'il y a aussi une grosse tendance de parler aux gens en conversation téléphonique comme ça. Oui. Fait que je pense que ça, c'est l'extension logique stylistique, c'est d'avoir cette espèce de bandoulière, de l'avoir en bandoulière comme une sacoche et de le lever quand tu parles au téléphone. Je pense que ça va apporter une nouvelle façon de parler au téléphone qui va être encore plus désagréable que ce que est déjà le mode haut-parleur, là. Oui. Fait que ça, c'est une conversation qu'on aura dans les prochains mois, sans doute. Comment parler dans un téléphone correctement? Il faut leur expliquer. J'entendais que les jeunes, ça répond même plus quand le téléphone sonne. C'est pareil qu'ils entendent, t'appelles quelqu'un de la jeune génération, puis tu les entends respirer, mais ils disent pas allô. Et il semble que c'est pour se prévenir. Il semble que c'est des appels frauduleux. Quand les téléphones sonnent, c'est souvent des appels frauduleux. Mais il me semble que maintenant, c'est affiché qui appelle. C'est un art qui se perd. Ben oui, c'est fou. Je comprends qu'on préfère le texto. Je trouve ça très, très dérangeant de recevoir un appel téléphonique. Mais quand la personne est affichée, puis tu dis pas « allô » parce que
Exact. Très, très, très étrange. Fait que iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro, les gens qui se demandent, on compare beaucoup avec l'iPhone 13 chez Apple. Donc, si vous avez un iPhone 12 et moins, c'est pas mal là où vous êtes rendu. Si vous êtes rendu à renouveler le téléphone, c'est cette clientèle-là qu'on cible. Et le gain de performance, le gain de polyvalence est assez grand. Si vous aimez flasher dans un party avec votre téléphone, l'iPhone Air, moi, c'est mon coup de cœur. Pour vrai, il est moins pratique forcément qu'un iPhone Pro. Mais j'aime ça, ce téléphone très étroit qui tient dans la poche de jeans et qui tombe pas tout le temps parce qu'il est trop gros. Ça m'a un peu convaincu, mais c'est un genre de téléphone qui vient avec son prix, donc c'est pas pour tout le monde forcément. Mais je pense que l'année prochaine, avec l'iPhone 18, ça va ressembler beaucoup à un iPhone Air. Fait que c'est un téléphone du futur qui nous vient directement aujourd'hui des laboratoires d'Apple. Avec un plateau. Avec un nouveau plateau. Avec le nouveau plateau. Merci Alain. Merci Pascal. Écoute, tu vas utiliser les appareils à tour de rôle, j'imagine, au cours des prochains jours. Tu as d'autres observations. N'hésite pas. Oui. Évidemment, si vous nous écoutez, vous avez des questions pour moi ou Alain, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Merci à TELUS et Plan Hub de rendre ce podcast possible et diffusé partout où vous pouvez écouter vos podcasts. Merci à Cogeco Média pour la mise en onde. PascalForget.com pour me lire. Jetez un coup d'œil, la photo du Chipolo avec ma clé de Bixi. Alain McKenna, on peut te lire dans la presse, entre autres. N'hésitez pas, on est là et on a bien hâte. J'ai bien hâte de te retrouver. Tu vas être envoyé, mon chanceux. Ben oui, écoute, je vais travailler fort. J'espère que je vais avoir le temps de sortir un peu, mais j'ai regardé le programme, ça va être chargé, donc on va certainement faire un petit épisode de balado en spécial hawaïen, mais ça va être au moins 12 heures de vol. Par curiosité, combien de temps t'es là-bas? 2 jours, 3 jours? C'est du lundi au vendredi, avion inclus, donc c'est vraiment 3 jours vraiment sur place. Fait que ça va être chaud, mais ça va être vite. Fait que à suivre la semaine prochaine à une tasse de texte. Si vous voulez, en attendant, vous pouvez vous abonner. Vous allez avoir l'épisode directement dans votre application balado dès que ça va sortir. Sinon, revenez nous voir sur les plateformes de votre choix à une tasse de tech. Salut tout le monde! Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous au balado Les Actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout, en tout temps. Sur votre application Cogeco Média.